Je vous prie à présent d'accueillir le docteur Cristina Sanchez, spécialiste en biologie moléculaire, qui a découvert les propriétés anticancéreuses du THC. My name is Cristina Sanchez and I work at Complutense University in Madrid, Spain. And I have been working for the last decade on the anti-tumor effects of cannabinoids. In the early 1960s, Rafi Meshulam from the Hebrew University in Israel characterized the main compound in marijuana producing the psychoactive effects that we all know. The cannabis plant has been known for millennia. After the discovery of this compound, that is called THC, it was pretty obvious that this compound had to be acting on the cells, on our organism, through a mechanism, through a molecular mechanism. And in the 1980s, two specific targets for THC were discovered, something that we call cannabinoid receptors. And after the discovery of the receptor, it was obvious that our body has to synthesize something that binds to these receptors. It was pretty obvious that was something endogenously produced by our own bodies that was acting through these receptors. And these compounds, these endogenously produced cannabinoids, were found a few years later, and it's what we call the endocannabinoids, because they are produced endogenously inside our bodies. These compounds, the endocannabinoids, together with the receptors and the enzymes that synthesize, that produce the endocannabinoids and that degrade the endocannabinoids, are what we call the endocannabinoid system. And we now know that the endocannabinoid system regulates a lot of biological function. Appetite, food intake, motor behavior, reproduction, and many, many other functions. And that's why the plant has such a wide therapeutic potential. We started working in this project 15 years ago, and it was basically by chance. We were working with astrocytes at that time, and we decided to change the model and work with astrocytoma cells, the tumoral cells. And we observed that when we treated these cells with cannabinoids, THC, the main psychoactive component of cannabis, it was killing the cells in our petri dishes. We were killing the cells. So we thought that we were facing some potential antitumoral responses. And then we decided to analyze these compounds in animal models of breast and brain tumors. The results we have obtained are telling us that cannabinoids may be useful for the treatment of breast cancer. We started to do experiments in animal models of glioblastoma, brain tumors, and we observed that cannabinoids were very potent in reducing tumor growth. Cells can die in different ways, and after cannabinoid treatment, they were dying in the clean way. They were committing suicide, which is something you really want when you have an anti-tumoral drug. One of the advantages of cannabinoids or cannabinoid-based medicines would be that they target specifically tumor cells. They do not have any toxic effect on normal, non-tumoral cells. And this is an advantage with respect of standard chemotherapy that target basically everything. When we started to see these anti-tumor and cell-killing effects on cancer cells, we decided to set aside our metabolic studies and to focus on cancer. I cannot understand why in the States cannabis is under Schedule 1, because it is pretty obvious, not only from our work, but from work from many other researchers, that the plant has a very wide therapeutic potential. We are in contact with doctors in Spain, oncologists, neuro-oncologists, and breast specialists that are willing to test these compounds in human patients. The plant, besides THC, produces cannabidiol. And this compound is very special because it is not psychoactive. It has been demonstrated that it's a very, very potent antioxidant. It protects the brain from stress and from damage, kills cancer cells, and when you combine it with THC, it produces synergistic effects, which means that the effect of THC is potentiated.
At this point, we have enough preclinical evidence supporting the idea that cannabinoids may have anti-tumoral properties. We, as researchers, should explore in more depth and be willing to try in many different pathologies. Cannabis has an enormous therapeutic potential. Vous venez de voir un extrait du documentaire Weed par Sanjay Gupta qui a enquêté pendant toute une année sur la lutte en faveur du cannabis médical alors que de plus en plus d'Américains en font usage. Il y a quelques jours, Washington DC a ouvert son premier dispensaire de cannabis médical et le correspondant médical en chef de notre chaîne nous rejoint pour nous en parler. Sanjay, bienvenue à vous. Merci de me recevoir. Sanjay, vous avez passé un an à enquêter sur la question, mais je me dois de vous rappeler qu'en 2009, vous aviez écrit un article qui s'intitulait « Pourquoi je voterai non sur le cannabis ?» Vous avez changé d'avis ? Oui, c'est vrai. Et par souci d'honnêteté intellectuelle, je me suis même excusé pour certains de mes reportages, car nous avons été dans ce pays terriblement et systématiquement induits en erreur pendant un certain temps, et j'avoue avoir contribué à cette désinformation bien malgré moi. Vous savez, si vous penchez un peu sur tous les rapports qui ont été publiés aux États-Unis au sujet de la marijuana, la grande majorité se concentre sur les méfaits. Nous finançons donc des études sur les dangers, et nous n'en finançons pour ainsi dire aucune sur ses vertus, ce qui fait que nous en avons une image quelque peu déformée. Je n'ai pas regardé assez loin, je n'ai pas assez approfondi, je n'ai pas prêté attention aux laboratoires à l'étranger qui font des recherches incroyables, et je n'ai surtout pas écouté les nombreux patients qui nous disent que non seulement la marijuana fonctionne pour eux, mais que c'est la seule chose qui fonctionne. J'ai voulu croire la DEA quand il disait que la marijuana est une substance dangereuse sans aucune application médicale, alors qu'il n'avait en définitive aucune preuve scientifique pour avancer des choses pareilles. Alors quand le maire de New York, Michael Bloomberg, dit que le cannabis médical est le plus gros canular de tous les temps, qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Eh bien, je suis très surpris. Vous savez, je prête très attention aux allocutions du maire, et je l'écoute donc attentivement. Ça rentre dans le cadre de ce qu'il a pu dire au sujet de l'augmentation de la puissance du cannabis, ce qui est vrai. Cela a effectivement augmenté probablement au cours de ces 10 dernières années, mais j'encourage vivement à se pencher sur les rapports scientifiques, je les ai encore potassés pour préparer cette émission. La science le confirme, et c'est loin d'être anecdotique, je veux dire, ce n'est plus de l'ordre de la simple conjecture. Pendant longtemps, nous avons ignoré ces rapports, mais vous savez, c'est une drogue qui a été utilisée depuis des millénaires. Dans votre documentaire, Weed, vous abordez les effets thérapeutiques du cannabis, et vous avez pu constater qu'ils peuvent, dans certains cas, être vraiment instantanés de façon plutôt spectaculaire. Oui, tout à fait, ça fonctionne, et ça peut en effet fonctionner très rapidement. Mais je vous laisse en juger par vous-même, regardez. Je vous présente Chad Moore, 19 ans. Il utilise une grande variété de différentes espèces de cannabis qui pour la plupart sont à forte teneur en CBD, afin de traiter une maladie très rare qui affecte son diaphragme. C'est ce qui explique pourquoi il parle de cette façon, par à-coups, comme s'il avait le hoquet, comme s'il était incapable de reprendre son souffle. On appelle ça une myoclonie du diaphragme palpitant. Ces palpitations-là, c'est ennuyeux, mais surtout ça devient douloureux assez rapidement, j'imagine. Il est sur le point de me montrer comment la marijuana fonctionne sur lui. Ça fait maintenant 7 minutes qu'il a des convulsions. Tu t'attends à ce que ça fasse effet dans combien de temps ? Quoi, c'est tout ? Cela a pris en fait moins d'une minute. Je dois admettre que c'est vraiment impressionnant. Vous savez, Pierre, s'il avait l'habitude de prendre tellement de médicaments, il y avait une table pleine de pilules en tout genre que les médecins lui avaient prescrit pour sa condition. Et parmi ceux-ci, de l'oxycodone, du Valium, tous ces médicaments qui à haute dose peuvent vite devenir problématiques. Et surtout, ils ne fonctionnaient pas. Les preuves sont de plus en plus évidentes, pour peu que vous soyez disposé à les chercher. Je pense que cette plante est un médicament potentiellement très efficace et qu'on ne lui a pas donné l'attention qu'elle mérite pendant ces 70 dernières années dans ce pays. Je pense que ça peut traiter tout un tas de conditions. Je pense qu'il existe des médicaments qui sont bien plus dangereux, bien plus toxiques, et qui peuvent même tuer, et qui surtout ne fonctionnent pas. Je trouve ça vraiment bizarre pour être honnête. Je pense que c'est inhumain que certains patients ne puissent pas bénéficier de cette option. J'ai rencontré des malades au Colorado qui ont maintenant accès à ce type de traitement, mais ils ne peuvent du coup pas sortir du Colorado. C'est affligeant. C'est irresponsable de la part de la communauté médicale de ne pas pouvoir disposer de ce médicament comme une de leurs options. J'ai des enfants et je ne tiens pas non plus particulièrement à les voir planer avec ça comme ils disent. Mais ce n'est pas la question. Je dis simplement que nous devrions nous occuper des malades et que nous ne devrions pas écarter cette alternative. Notre aventure commence ici, dans cette petite ville du centre-ouest des États-Unis, dans cette maison à flanc de montagne, dans une famille qui n'a jamais autorisé les caméras jusqu'à maintenant.
Et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est vraiment beau par ici. Ils habitent dans le Colorado, un des 2 États américains dans lequel il est désormais légal de consommer du cannabis pour des raisons médicales et également, depuis peu, de façon récréative. Mais cela reste cependant un sujet tabou pour certains habitants à l'image de Paige Figi et son époux Matt. I'm sure it was mentioned to us by someone. Hey, you should try this. And I thought, no way. You thought that's fringe stuff? No way, not in a million years, no. Mais dans cette région, la marijuana est loin d'être française. 4 joints, and do you want island sweet skunk? Les dispensaires médicaux sont partout. Hey, welcome, guys. Les gens fument dans des clubs privés et dans les festivals publics. Mais rien de tout ça n'est pour Matt. C'est un militaire et la marijuana signerait à coup sûr la fin de sa carrière. I grew up in Wisconsin in a well-loving family, and I was educated that, like, oh, that's a drug. You don't do that. And I never did. Et il y a encore quelques décennies, la marijuana était un médicament parfaitement légitime. On l'appelait aussi le cannabis, prescrit par les docteurs et délivré par les pharmaciens. This is Harry J. Mais tout change en 1930. Henry Anslinger, le premier américain à déclarer la guerre à la drogue. D'après lui, l'ennemi public numéro 1, vous l'aurez deviné, la marijuana. This guy saw how he could increase the budget of his department by having this mission, going at the marijuana. You know, saying that there's this drug that the Mexican migrant workers are smoking and it's loco weed and it's going to make them crazy and they're going to rape your women. Il fait passer son message de propagande anti-marijuana à travers des articles de journaux. Et ensuite, ça a été au tour de ça. Le film Reefer Madness, l'herbe folle, qui donne l'image d'un fumeur de marijuana improductif et dément. People are still afraid of what pot can do to them. Et donc à bien des égards, c'est ces particuliers Eric qui a pas hésité notre jugement à l'égard de cette plante depuis 70 ans. Yeah. Le cannabis devient par la suite illégal en 1937 et à partir des années 70, c'est devenu une substance contrôlée de type 1, au même titre que la cocaïne et l'héroïne. Le gouvernement nous disait désormais qu'elle n'avait aucune valeur thérapeutique, ainsi qu'un gros potentiel d'abus. Autant de raisons pour que les figues gardent leur distance avec cette substance. Jusqu'à ça. Et ça pourrait être difficile à regarder pour certains d'entre vous. It's okay, baby. Il s'agit de leur fille Charlotte, en train d'avoir une crise. We just thought it was just one random febrile seizure. Rien à y faire, pas de médicaments, juste un mauvais coup de chance en somme. Right. Un mauvais coup de chance, ça se tient. D'autant plus que Charlotte, surnommée Charlie, est née en parfaite santé aux côtés de sa sœur jumelle, Chase. Charlie always had big smiles. Just happy kids. Easy. Yeah, easy. Very much so. Alors vous dites que c'était aux alentours de 3 mois que vous avez commencé à remarquer que Charlotte avait des crises. I was changing her diaper, well, putting a new diaper on from after the bath, and her eyes just started flickering. Cela va être le premier d'une longue série de voyages au service des urgences. They did the $1 million workup, the MRI, EEG, spinal tap. You know, they did the whole workup and found nothing and sent us home. Pas de résultats sanguins anormaux, pas de problème avec le scanner. And developing normally too. You know, talking and walking, and the same day as her twin. Nothing was behind yet. À partir de l'âge de 2 ans, les crises commencent à devenir chroniques et à laisser des traces sur cette petite fille qui, il y a encore peu, était pourtant si joyeuse. She started to really decline cognitively, and she was slipping away, and she just wasn't keeping up with her twin. Et les figues finissent par avoir leur réponse. Et c'est loin d'en être une bonne. Le syndrome de Dravet, qui est une forme incurable d'épilepsie. Les crises démarrent très tôt dans la vie d'un enfant, elles sont permanentes, difficiles à contrôler et très néfastes. Severe behavioral problems, attention deficit and hyperactivity, the self-injury, you know, banging her head on the floor and pulling her hair out and like a possessed child. This isn't your perfect, happy Charlotte. Commence alors une course contre la montre. Beaucoup d'enfants avec le syndrome de Dravet meurent jeunes, au cours de la petite enfance. Charlotte a alors presque 3 ans. Pendant les 2 années qui vont suivre, les figues vont tout essayer. Des drôles de régime, acupuncture et des douzaines de drogues très puissantes comme le Valium, l'Ativan et le phénobarbital. Mais rien n'y fait. Et même pire, certains médicaments vont presque la tuer.